Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Il ne faut pas se fier au calme du Proche-Orient. La guerre n'est pas finie. Les hostilités au Liban se sont certes à un moment apaisées. La situation paraît hésiter entre le feu et le cessez-le-feu. Les pays frappés par la guerre font le deuil de leurs morts, soignent leurs blessés et leurs plaies. Et c'est vrai, tous ces villages détruits, tous ces ravages, tous ces citoyens traumatisés. La région, certes, est habituée aux violences et aux larmes. Un cessez-le-feu ne fait pas la paix. Les haines et leurs peurs demeurent. Et il suffit de rien. Une maladresse, une provocation, une erreur de traduction, par exemple, pour que le feu reparte. Car les incendiaires continuent de rôder. Les invités de Bibliothèque Médicis ont tous vécu et suivi de près la guerre du mois de juillet-août 2006. Nicole Bacharan, vous étiez aux États-Unis. Vous connaissez tout du continent américain et vous publiez un dialogue avec lui, avec Antoine Sfer, grand expert des questions du monde arabe et de l'islam. Vous vous êtes connu, on peut le dire, hein, c'est une confidence, au micro d'Europe 1. Exact. Vous avez dialogué américain et arabe, l'affrontement au seuil, mais pas un affrontement entre tous les deux. Non. D'idées, peut-être. Jean-François Bayard, vous avez publié sur l'Iran des arguments iconoclastes, en tout cas non corrects. Et c'est pourquoi vous êtes là et j'aimerais vous entendre le dire et l'exprimer de la manière la plus ferme. Sylvain Sipel, vous vivez entre Paris et Israël, en tout cas vous allez beaucoup en Israël. Vous êtes un observateur critique d'Israël, engagé, non? Non. Non. Non, je sévère. Sévère, critique, juste, quand il faut, voilà. Et vous n'acceptez aucune erreur, aucune faiblesse des gouvernements d'Israël. Vous allez nous dire s'il y en a. Je les accepte, mais je les analyse. Oui. Et vous publiez Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse à la découverte. Philippe Douste-Blazy, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous remercie d'être là. Alors que vous serez bientôt, samedi, pendant le week-end, à Gaza ou à Ramallah, avec M. Mahmoud Abbas, et que lundi, vous accompagnerez le président de la République pour l'Assemblée générale des Nations unies, qui donne lieu d'abord au discours de Jacques Chirac, vous nous direz ce qu'il y aura dedans, peut-être, et puis aussi à tous les entretiens avec les chefs d'État. Mais surtout, merci parce que vous avez été une des figures de cet été. Vous avez été le messager de Jacques Chirac, et en tout cas de la France au Proche-Orient, pour essayer, avec d'autres, d'obtenir le cessez-le-feu. Vous avez fait combien de séjours ou d'allers-retours en pleine guerre? Je suis allé 4 fois à Beyrouth, mais aussi une tournée au Proche-Orient, en Égypte, en Jordanie en particulier, et aussi à Ramallah pour rencontrer Mahmoud Abbas et les figures palestiniennes qui sont en train de monter ce gouvernement intra-palestinien d'entente nationale qui est si capitale pour nous et en qui nous apportons à la fois notre soutien, mais aussi tous nos espoirs. Il faut dire qu'une des origines de tous ces conflits, c'est naturellement ce qui se passe entre Israël et la Palestine depuis des dizaines d'années. Et quels souvenirs vous avez gardés de juillet et août, de ces voyages, quand vous n'alliez pas directement à Beyrouth, parce que l'aéroport était assez... On passait par Chypre et ensuite on passait grâce aux militaires français avec des hélicoptères militaires de combat. Nous arrivions à Beyrouth. Non, peut-être deux grands souvenirs. Le premier, c'est de voir Fouad Signora, le Premier ministre libanais auquel je veux rendre hommage, qui est rentré comme un Premier ministre, je dirais, habituel, pas très populaire obligatoirement, là parce qu'il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri, et qui sort de cette crise comme un homme d'État, celui qui a su tenir. Et je l'ai vu dans ce bureau, parfois à 1h du matin, en revenant. Une fois, j'avais rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien dans la nuit, et j'étais revenu pour lui parler dans la nuit à Fouad Signora. Et je l'avais vu seul, comme ça, avec son immense bureau, avec ses 2 ou 3, sa nièce qui s'occupe de lui sur le plan diplomatique, et puis son bras droit fidèle, seul, en train de me dire comment ça s'est passé. Il y avait là une page de l'histoire et il y avait un homme qui résistait parce que, et c'est mon second souvenir, le 16 août au soir, j'étais à Beyrouth, le gouvernement libanais, dans son unanimité, a soutenu la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'on peut mettre l'armée libanaise au sud Liban. Ce qui ne s'était pas produit... Depuis l'an 2000, depuis le retrait israélien. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la souveraineté du Liban, et dans le gouvernement libanais, il y a 2 ministres proches
du Hezbollah. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et peut-être une troisième, alors, c'est le 11 août, lorsque Condoleezza Rice me dit d'accord sur la résolution d'origine française, il faut bien le reconnaître. Là, vous nous la servez, hein. C'est le jour où elle vous a embrassé. Non, mais c'est pas ça. Non, C'est un grand mais nous, on l'a souvenir. retenu. C'est un grand On souvenir s'est dit, pour est-ce moi. que ça veut dire qu'entre les Français et les Américains, ça va mieux, ou c'est lui qui lui fait du charme, ou elle qui lui fait En du tout cas, charme? on a travaillé en confiance depuis le début. Et cette 1701, nous l'avons écrite ensemble, mais c'est vrai que la 1701 présentée par la France reprenait le plan de Fuat-Signorat en 7 points. Et c'est ça un peu l'honneur de la France, d'avoir été l'équilibre. C'est le président Chirac qui le fait depuis toujours, l'équilibre entre le monde arabe et les anglo-saxons. Dans ce même bureau, Fuat-Signorat a reçu Kofi Annan et quelques personnes qui l'accompagnaient. Et nous l'avons entendu faire très souvent référence à Churchill. Celui qui revenait le plus possible avec des citations à la fois en anglais, parce qu'il parle très très bien en anglais, il ne parle pas le français, c'était des citations de Churchill pour la situation de Beyrouth sous les bombes. Mais je n'oublie pas que vous avez traversé aussi différents quartiers qui avaient été bombardés. Vous avez quand même vu, parce que là vous me dites Signorat, Condoleezza Rice, etc. Mais la réalité de Beyrouth bombardée, vous l'avez vu aussi? Oui, j'ai vu la réalité de Beyrouth bombardée, mais j'ai vu aussi la réalité d'Haïfa. Parce que je crois que dans cette guerre, il ne faut pas oublier, ce n'est pas l'Israël contre le Liban. C'est le Hezbollah d'un côté et Israël de l'autre. Avec un Liban qui est pris en plein milieu de manière totalement injuste. Et je suis allé à Haïfa parce que j'ai voulu y aller. Et c'était important aussi de montrer qu'il y avait des personnes déplacées à Haïfa, même si en effet nous avons condamné le Hezbollah les gens qui a dans les commencé. abris, les Katyushkas qui tombaient Oui. à Haïfa et ailleurs. Le Hezbollah a commencé, mais la riposte israélienne a été On va voir, mais disproportionnée. c'était Hezbollah, Israël, le Liban, mais Hezbollah est un mouvement aussi libanais chiite. Et deuxièmement, il y avait au loin la Syrie, et encore plus loin l'Iran. Et puis de l'autre côté, sans doute certains pays arabes et musulmans de l'islam modéré. Bon, on va en parler. Alexandre Najjar, vous êtes un familier de Bibliothèque Médicis. Je rappelle que vous êtes avocat à Beyrouth. Votre passion, c'est aussi, ou peut-être d'abord, la littérature. Lire, écrire, et vous dirigez, vous faites vivre cette revue L'Orient littéraire. On a apporté 3 exemplaires, et il y en a un qui me touche particulièrement, parce que c'est celui que vous avez écrit pendant la guerre, Tout à fait. sous les bombes. Sous les bombes. Nous avons tenu absolument à le sortir sous les bombes, d'abord comme acte de résistance, de vitalité, pour montrer que malgré tous les combats, malgré la guerre, la culture libanaise pouvait continuer et que c'est aussi un signe de vitalité que de pouvoir publier, pouvoir écrire, pouvoir s'exprimer malgré les bombes. Eh bien, continuez. Et alors, vous publiez Le silence du ténor chez Plon. Le ténor, c'est votre père, l'avocat à la belle parole, qu'une crise cardiaque va lui faire perdre. Albert Cohen avait publié un livre bouleversant qui était le livre de ma mère, poétique, inoubliable. Disons que le livre de mon père m'a aussi beaucoup touché. La guerre, vous connaissez, quand on parle à des Libanais de la guerre, ce qui frappe, c'est que d'abord, ils parlent de la guerre 75-90 et pas forcément celle de juillet-août. Voilà, parce que j'ai beaucoup parlé avec des Libanais pendant quelques jours en allant au Proche-Orient. Et quand je disais la guerre, ils me disaient oui, 75, nous nous sommes déchirés. C'est-à-dire que vous avez conscience de la guerre qui vous a tout le temps accompagné. Non, enfin, en réalité, la première guerre était quand même une guerre de 15 ans. Moi, j'avais 8 ans quand elle a commencé, 23 lorsqu'elle s'est achevée. Donc, il y a toute une vie, une partie de notre vie qui a été volée par cette guerre. Donc, c'est pour ça qu'elle nous a marqués. Maintenant, ces 34 jours de juillet-août ont été particulièrement violents, particulièrement... enfin, il y a eu des destructions terribles. Je pense toute l'infrastructure du Liban a été à terre. On évalue les dégâts à plusieurs milliards de dollars. Oui, ça veut dire que toutes les activités étaient arrêtées. Ah oui, complètement. Moi-même, en tant qu'avocat, je n'arrivais plus à venir, enfin, à aller à mon étude. Aussi, il y a eu une pénurie d'essence suite au blocus qui a été imposé par Israël. Il y a eu des bombardements un peu partout. Aucune région n'a été épargnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas seulement concentré sur la banlieue sud et la Beka. Oui, il y a une partie de banlieue de Beyrouth au bord de la mer qui n'a pas été touchée. Hein. Oui, c'est vrai, mais ce qui est aussi... on en parlait à Beyrouth même un soir, c'est que vous me racontiez que comme l'approvisionnement en pétrole était arrêté, vous aviez des problèmes avec l'électricité, l'eau, toutes les activités essentielles étaient arrêtées. Et l'aide humanitaire.
l'aide humanitaire qui ne parvenait pas, mais eux-mêmes, ils ne pouvaient pas téléphoner. Et on se rend compte à quel point tout peut dépendre de l'approvisionnement en énergie. Tout à fait, tout à fait. Et vraiment, dans les derniers jours avant la résolution 1701, la situation devenait extrêmement délicate. Vous savez, il y a eu un grand entrepôt près de l'aéroport de Beyrouth qui a été entièrement détruit, qui approvisionnait la moitié de la ville. Donc c'est vrai que conséquences sur la pollution, cette marée noire horrible. Voilà, sans compter la marée noire et les massacres de Cana. Ça c'est aussi quelque chose de terrible. Le nombre d'enfants qui ont été tués, mais quand même, je pense que c'était quelque chose de vraiment. Et aussi les réfugiés, vous savez, il y a eu près d'1 million de réfugiés qui ont été parqués, il n'y a pas d'autre mot, parqués comme du bétail dans les écoles, mais toutes les régions leur ont ouvert leurs portes, donc les régions chrétiennes ont accueilli beaucoup de réfugiés chiites, et ça a été quelque chose, je pense, d'assez fort, de montrer que malgré tout, malgré la provocation du Hezbollah, qui ne faisait pas du tout l'unanimité au départ, lorsqu'il s'agissait de porter secours, de s'entraider entre Libanais. Les Libanais ont répondu présent et il y a eu un formidable élan de solidarité. Les Libanais, vous avez l'habitude malheureusement des abris. Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais vous parlez de Hezbollah. Au début, vous ne vous sentiez pas solidaire des Hezbollah. Je pense que beaucoup de Libanais, au départ, en voulaient beaucoup au Hezbollah d'avoir pris cette décision de façon unilatérale, sans concertation, alors qu'ils font partie, comme vous l'avez bien dit, du gouvernement, qu'ils ont des députés au Parlement, et qu'il y avait ce processus de dialogue national qui était engagé depuis plusieurs mois. Et donc, tout le monde ne comprenait pas comment une décision unilatérale comme ça, une aventure, pouvait dégénérer et occasionner la quasi-destruction d'un pays tout entier. Mais petit à petit, au fur et à mesure que l'agression israélienne, qui, à mon avis, était certainement disproportionnée, lorsque cette réaction a provoqué des destructions inimaginables, on a senti que la population ne raisonnait plus en termes de Hezbollah ou pas. Les Libanais se sentaient eux-mêmes agressés dans leur totalité. Et maintenant, avec le temps, vous revenez à des jugements sévères sur les Hezbollah ? Après toute guerre, il faut tirer des leçons. Je pense que de la première guerre, on en a tiré. Il est temps, je pense aussi. Au moins l'unité nationale, parce qu'on sent qu'il y a des craquements et au sein du gouvernement et chez les fractions ou factions, tendances en tout cas, du Liban. Par souci de la vérité, des gens comme vous, est-ce que vous alliez souvent dans les quartiers pauvres chiites du sud de Beyrouth ? Au moment de la guerre ou avant ? La vérité. Non, avant, parce que c'était un État dans l'État. Et que souvent, moi-même, j'ai été invité à la station du Hezbollah pour parler de culture. Et je ne sais même pas où était cette station parce qu'on m'a amené dans une voiture, dans des souterrains. Et c'était vraiment un État dans l'État. Et c'est ça qui était grave, c'est que le Hezbollah, je pense, après le retrait syrien, aurait dû tirer les conséquences de cela et voir que d'un côté, il y avait 17 communautés soudées pour un retrait syrien, pour une indépendance du Liban, et eux de l'autre côté. Donc il était important, et je pense maintenant, ils y viennent, et c'est pour cela, je pense aussi qu'ils ont accepté la résolution 1700. Ils se sont rendus à l'évidence aujourd'hui qu'on ne peut pas faire cavalier seul, que si on veut fonder une nation de 18 communautés, que cette mosaïque fragile, mais qui doit tenir, il faut s'intégrer. D'accord. Faisons pas déjà les raisonnements politiques ou politiciens. Je rappelle que cette émission est regardé au Liban et à Beyrouth. Donc votre témoignage est fort et puis il fait l'aller-retour. Est-ce que depuis que les quartiers du sud de Beyrouth ont été démolis, vous y avez mis les pieds ? Je suis allé voir les destructions et j'ai été vraiment très horrifié par l'ampleur des dégâts qu'a subi cette région. C'est un spectacle lunaire. Il y a un désert total dans la banlieue sud. Le sud Liban également, il y a des villages qui ont été très rasés. Je les ai survolés, je les ai vus à basse altitude, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Il faut, à mon avis, insister sur la disproportion de la réaction israélienne qui a été vraiment, qui n'a rien épargné
Et on parlait tout à l'heure d'autres régions. Je vous rappelle qu'il y a des régions près de Byblos, 2-3 ponts dans des régions qui étaient très éloignées de la banlieue sud, qui ont été prises pour cible. Et c'est ça qu'on regrette, c'est que Israël, quoi qu'il arrive, n'aurait pas dû réagir de cette façon-là. Ça a vraiment, moi je me souviens, lorsque le président Chirac, sa première réaction a dit « Je crains qu'il y ait une volonté de détruire le Liban ». Et ça nous avait beaucoup choqués. On s'est dit, mais pourquoi le dit-il ainsi? Mais finalement, les jours qui ont suivi lui ont donné raison. Et c'est pour cela, et moi je tiens aussi à rendre hommage, comme vous l'avez si bien fait pour le président Saniora, nous devons tous rendre hommage à la France pour l'action exceptionnelle qui a été Philippe rendue. Douste-Blazy est venu à Beyrouth, dans votre ville, sous les bombes, vous saviez qu'il était là? Moi, sur les 4 visites, il y en a 2 où enfin, on l'a vu à la télévision. Mais c'est vrai que et ça, c'est ressenti par toutes les communautés, y compris les chiites. Aujourd'hui, la France a réussi à vraiment jouer un rôle très important dans ce conflit. Et tous les Libanais, toutes confessions confondues, reconnaissent aujourd'hui l'apport non seulement politique, mais également logistique, humanitaire, et maintenant avec le contingent français. Et je le dis en toute sincérité, aujourd'hui, le Liban est fier et honoré de voir à quel point la France a tenu ses engagements d'amitié à son égard, comme d'ailleurs l'avait fait De Gaulle. Vous venez, Alexandre, de Beyrouth. Oui. Le blocus est levé, ça se sent, on commence à le sentir. Il faudra du temps, naturellement, pour que les activités reviennent, parce que ce qui est frappant, c'était le côté désert, abandonné. Et votre père considérait que l'exil n'est jamais le remède. Vous êtes resté. Oui, tout à fait. Vous, votre famille, vos amis. Tout à fait. À un moment donné, des amis m'ont dit pourquoi tu ne partirais pas. Et je me suis rappelé mon père qui, pendant toute la guerre, non seulement nous invitait à rester, mais exhortait tous ses amis, tous ses voisins, toutes ses connaissances aussi à ne pas abandonner le navire au moment où Un mot encore. Est-ce que vous demandez aux Libanais qui sont en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, de rentrer chez eux au Liban? Je pense que on ne peut pas se mettre à la place des gens dans certaines conditions. Mais globalement, je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas abandonner le navire. Nous avons besoin tous les uns des autres. On a besoin de solidarité. Qu'ils reviennent sur le pont. Voilà. Le président de la République, depuis le début, a voulu que la flotte française, la marine nationale, soit là, l'opération Baliste, 1700 personnes, pour faire la sortie des ressortissants français. On s'est aperçu que très peu de Libanais prenaient ces bateaux. On leur proposait. Les Libanais sont restés courageux à Beyrouth, sous les bombes, comme vous le dites. La deuxième remarque que je ferai, c'est sur la reconstruction. Parce que là, maintenant, il y a un rendez-vous très important. Double rendez-vous. Rendez-vous d'abord au niveau de toute la communauté internationale, mais en particulier des pays du Golfe, qui sont souvent sunnites. Et il me paraît important qu'ils soient au rendez-vous aussi de la reconstruction, et que ce ne soit pas uniquement tout le reste de la communauté internationale. La deuxième remarque que je ferai, c'est que quand on voit Nasrallah aujourd'hui, le patron du Hezbollah, se promener avec des billets, des liasses de billets de dollars pour le donner aux personnes déplacées qui reviennent chez eux, chez elles, et qui donnent, je crois, l'équivalent de 10 000 dollars par maison détruite, ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter parce que c'est un État dans l'État. Et là, il faut que l'État libanais redevienne souverain. Et les moyens. Antoine Sfer, vous avez parlé de Nasrallah. Il a avoué qu'il ne s'attendait pas à une telle riposte après la capture des 2 soldats israéliens. Ça veut dire qu'il ne cherchait pas la guerre, il voulait de la provocation. Et est-ce que c'est une manière de reconnaître que le Hezbollah a été surpris et a beaucoup perdu? Oui, parce que le reconnaître publiquement, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a entraîné le pays et sa communauté dans une aventure à laquelle il ne s'attendait pas. Il s'attendait à une négociation avec une intermédiation allemande, comme ça s'est déroulé déjà plusieurs fois. Et la réaction sans doute disproportionnée d'Israël devant l'armement stratégique qu'avait quand même engagé le Hezbollah dans le sud Liban, c'est quand même une milice, c'est pas un État. Il y avait un armement stratégique tel qu'aucun État n'aurait pu accepter l'existence d'un tel armement stratégique. Donc vous comprenez Israël au moins pour ça? Totalement. Surtout que quand on survole Israël, on voit bien qu'il y a les collines où était le Hezbollah, et la vallée de Houlé. La vallée est en bas. La vallée de Houlé, tout de suite. Avec des villages. Et on se dit que la catastrophe aurait pu être encore pire, bien pire. Donc il est incontestable
et les services français eux-mêmes le disent, qu'il y avait un tel armement stratégique que ça devenait dangereux pour toute la région. Cet armement stratégique, il faut savoir quand même qu'il ne peut pas rentrer tout seul. Il rentre par la frontière syrienne. Libano-syrienne. Libano-syrienne. Disons les choses telles qu'elles sont. Et ils viennent d'Iran. Que l'Iran joue son rôle de grande puissance ou de puissance, c'est de bonne guerre, à la limite. Mais qu'on lui dise « stop », ça suffit, c'est aussi de bonne guerre. Quand le ministre français des Affaires étrangères voit l'ambassadeur d'Iran, je ne crois pas qu'il lui ait dit, et vous me confirmerez, c'est bien ce que vous faites, bravo, en lui tapant potentiel jeu. Je crois qu'il lui a dit, qu'il a dû lui dire, voilà les limites, et ça suffit. Il parle pour vous, il parle pour vous. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai vu non seulement l'ambassadeur, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, Mottaki, à l'ambassade d'Iran à Beyrouth, et je lui ai exactement dit cela. Je lui ai dit, c'est le moment ou jamais, sur cette crise israélo-libanaise, de nous dire quel rôle vous jouez. Est-ce que vous jouez un rôle qui est négatif, ou est-ce que vous voulez jouer un rôle de grande puissance régionale, constructive? C'est l'occasion de le montrer. C'est exactement ce que je vous aviez besoin de preuves, puisque tout bah. le monde dit qu'ils arment via la Syrie, qui est déjà assez grande et qui fabrique des armes peut-être avec l'argent de l'Iran. Il y a ces preuves. Mais pour vous, est-ce que c'était, Jean-François Bayard, aussi un conflit indirect entre l'Iran qui utilise les milices et là le Hezbollah et en même temps les États de l'islam plus modérés? Israël, naturellement, et d'autres États. L'Iran est un pays de 70 millions d'habitants. Et il a aujourd'hui, comme hier à l'époque du Shah, une certaine ambition régionale. Il faut en prendre acte. Vos propos sur le rôle stabilisateur de l'Iran ont suscité, Monsieur le Ministre, une certaine émotion. Je n'ai pas toujours l'habitude de défendre les positions des ministres des Affaires étrangères français, mais là je dois reconnaître que je suis en plein accord avec vous, parce qu'objectivement, l'Iran est un État qui a eu une politique étrangère assez modérée ces 20 ou 30 dernières années. L'Iran n'a aucune revendication territoriale à l'encontre de ses voisins. Je laisse de côté les îlots Tomb et Moussa parce que c'est une histoire compliquée qui remonte à la décolonisation britannique. L'Iran a eu un rôle tout à fait modéré dans le conflit du Tadjikistan, la guerre civile du Tadjikistan, dans les guerres civiles et les guerres interétatiques du Caucase. L'Iran a été agressé par l'Irak en 1980. Ce n'est pas lui qui a déclenché une guerre d'agression dont nous payons encore les conséquences. De morts. Donc je crois que quel que soit... la coalition dans l'intervention en Afghanistan. Absolument. A fait preuve d'une très grande modération en 1998, si mes souvenirs sont bons, lorsque les services pakistanais ont liquidé quelques diplomates iraniens dans le consulat de Mazar-i-Sharif. Donc je crois qu'entre l'image terrifiante d'un Iran peuplé, dirigé par des mollahs sanguinaires et antisémites, et la réalité concrète de sa politique étrangère, il y a une nuance. Bon. Oui, mais par ailleurs, on entend Ahmadinejad. Voilà. On entend Ahmadinejad. On entend les... Alors, on ne va pas parler tout de suite de l'Iran, je voulais savoir. Sur le rôle stabilisateur et déstabilisateur, juste un mot. Oui, parce que vous avez fait une phrase. Non, ce que j'ai dit, à Beyrouth ce jour-là. Les oreilles. Non, pas du tout. En tout cas, engueuler. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez dit l'Iran a un rôle. Non, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit. Tout le monde le sait. Non, je vais vous dire ce que j'ai dit et tout le monde le sait. C'est le 31 juillet, c'est un jour particulier le 31 juillet, c'est sous présidence française, au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons mis l'Iran sous sanction, article 41, à l'unanimité sauf le Qatar. Et je voulais rencontrer le ministre des Affaires étrangères iranien pour lui expliquer et pour lui dire, voilà, ne vous isolez pas de la communauté internationale, jouez un rôle stabilisateur et non pas déstabilisateur. Voilà ce que j'ai dit. Alors, une partie de la phrase est passée, mais je suis d'accord pour dire qu'il faut à tout prix amener l'Iran à jouer un rôle constructif dans la région. Parce que sinon, d'abord, c'est l'isolement de l'Iran, et c'est une catastrophe absolue. Enfin, je pense qu'il y a eu des livres qui ont été suffisamment remarquables, dont on va parler tout à l'heure, sur l'éventuel choc des civilisations qu'on ne peut pas avoir. Mais on peut dire qu'elle a mauvaise réputation avec le pétrole, l'argent, l'encouragement. Les propos scandaleux d'Ahmadinejad sur Israël. Oui, mais on le lui dit en face. Kofi Annan l'a fait, mais est-ce que évidemment, les Européens, quand vous allez les voir, on leur dit... Moi, j'ai été le premier ministre des Affaires étrangères occidental à condamner immédiatement les propos de M. Ahmadinejad sur Israël, parce que je trouve que c'est non seulement choquant, mais à condamner. Est-ce que c'est levé pour être tronc? oui, c'est Ahmadinejad. Vous voulez tout de suite parler de l'Iran. Non, Attendez, mais je pose on la y question. reviendra, on dira qui est le vrai patron. D'accord. Revenons au Hezbollah. Le Premier ministre Signora, auquel vous avez rendu hommage, du Liban, a dit devant nous, le Hezbollah, pour le Liban, n'est ni étranger, ni ennemi. Ce sont des Libanais. Alors, comment imaginer qu'on le désarme,
Comment imaginez qu'on utilise la force? Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent ce n'est qu'un mouvement terroriste? Il est incontestable qu'il y a eu des actions condamnables de la part du Hezbollah pendant ces 20 dernières années, depuis 82, depuis la naissance du Hezbollah. Il est incontestable que le Hezbollah a occupé une place vide, et la nature a horreur du vide, pendant aussi quelques années, d'où il a tiré une sorte d'image de résistance vis-à-vis d'Israël. Mais il est incontestable également que le Hezbollah ait fait de Libanais, avec quelques conseillers militaires iraniens, il faut le dire aussi, qu'on a vu sur place à plusieurs reprises. Et donc, aujourd'hui, il faut que le Hezbollah se désarme lui-même. Pour cela, oui. Harakiri militaire. Harakiri militaire, mais grande entrée dans la politique. Voilà. C'est la contrepartie. Je suis un parti politique reconnu qui représente un gros tiers de la communauté chiite aujourd'hui au Liban. Et à côté de cela, je renonce à mes activités militaires, c'est-à-dire je les intègre à l'État libanais. Simplement, ça veut dire qu'ils seront, pour le tiers, les maîtres du Liban. Pour le tiers de la communauté chiite. Mais pas seulement que la communauté chiite, parce qu'ils ont deux ministres aujourd'hui. Un président du Parlement, Nabi Berri, qui est plutôt sympa. Il n'est pas... Mais non, il est sympa. Oui, dans les villages du Sud-Liban, il y a deux portraits, Nasrallah et à côté, Nabi Berri. Ça coûte $10 000. Je peux poser une question iconoclaste. Est-ce qu'on peut imaginer le Hezbollah, d'une manière ou d'une autre, se désarmer sans un accord régional? Oui. Ah bon? Oui. Non, sans un accord régional, y compris des Palestiniens, Israéliens, vous voulez dire. Et Syriens. Ah, alors accord régional syro-irano-libanais. On est bien d'accord. Oui, je crois que oui, syro-irano-libanais. Je crois qu'il y a deux remarques à faire. C'est premièrement, il n'y a pas de solution militaire au désarmement du Hezbollah. Bon. Les Israéliens viennent de s'en rendre compte, mais nous le savions. Parce que le Hezbollah, il ne faut pas se tromper, c'est une armée. Si je peux me permettre, un ancien ministre, un député actuel, ancien chef du Mossad, le général Dani Yatom, m'a dit: mais comment avons-nous pu penser une seule seconde qu'en 5 jours, on allait éradiquer le Hezbollah? Nous avons été 18 ans physiquement au sud Liban, et en 18 ans, nous n'y sommes jamais parvenus. Alors, c'est pas en 5 jours qu'on par l'avion. Vous finissez la remarque, et moi je voudrais citer un civil, vous disiez comment on a vécu en Israël la guerre. Premièrement, terminé, et puis je vous dirai. premièrement, pas de solution militaire au désarmement du Hezbollah. Alors ensuite on dit, mais attendez, vous êtes très gentil, mais vous êtes des naïfs. De la résolution 1701, il y a marqué début de l'accord politique, désarmement du Hezbollah, et vous pensez, comme ça, naïvement, ministre des Affaires étrangères français, que le Hezbollah va se désarmer de lui-même. Moi, j'ai eu en face de moi, à plusieurs reprises, quand je suis allé au Liban, 3 fois sur 4, Nabi Berri. Et grâce à l'ambassadeur de France, auquel je veux rendre hommage, Bernard Rémier, j'ai pu avoir ces rencontres facilement. Il est proche du Hezbollah, vous l'avez dit. Il m'a dit, la dernière fois que je suis venu, au moment de la 1701, je lui ai dit, si l'armée libanaise au sud Liban et la FINUL, les forces onusiennes, trouvent une cache d'armes, des munitions et des roquettes, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent les prendre ou pas? La réponse est oui, ils peuvent les prendre. Je pense que s'il l'a dit, c'est qu'il avait aussi certainement un certain nombre d'amis autour de lui. Il vaut mieux que ce soit l'armée libanaise qui les... Non mais ce qui est important, c'est le oui. Parce que, évidemment, ils ne vont pas dire je veux des armes. Mais si il y a un début d'accord politique avec, comme dit M. Sfer, une transformation progressive du mouvement armé vers un mouvement politique, alors je pense que tous les espoirs sont permis. C'est aux Libanais de le décider. C'est la faute Signora de prendre ses responsabilités. Il faut qu'il y ait un retrait total, celui qui a été promis, de l'armée israélienne du sud Liban. Et ça, ils le font. Parce que plus il reste, plus le Hezbollah raconte qu'il est l'adversaire de l'occupant. On lui donne des raisons. Ils ne veulent pas rester. Ils ne veulent pas rester. Je veux rendre hommage pour terminer à Olmert là actuellement, parce que autant, je crois qu'au début, il ne fallait pas faire ça, évidemment, autant aujourd'hui, le retrait se fait très convenablement, à un prix politique d'ailleurs énorme pour lui. Blasi, vous aviez rencontré Helmut Olmert avant la guerre et après la guerre. Il paraît qu'il a changé. Non, mais on est tous... Il est plus pragmatique. Enfin, la guerre est passée par là, quoi. Non, je pense que ce gouvernement israélien a été élu, M. Sibel va nous le dire mieux que moi, mais évidemment Kadima, ce sont les forces de la paix. Donc si Kadima existe, c'est parce qu'il y avait enfin une envie de paix. Et puis, les généraux de l'armée israélienne vendent au gouvernement, en gros, un plan sur 5 jours militaire aérien pour désarmer le Hezbollah. C'est accepté, je crois que c'était une erreur. Alors Israël. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment ça a été vécu? Ça a été vécu, il y a 3 phases.
Il y a, disons, une phase de 15 jours où globalement, il y a une union nationale. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de l'idée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, si Sharon avait été là, nous n'aurions jamais fait ça. Jamais. Parce qu'il avait un traumatisme personnel du Liban à cause de 82 et pour d'autres. Mais énormément de gens disent, Sharon n'aurait jamais fait cette guerre. Mais ils le disent aujourd'hui. À l'époque, il y a une forme d'union nationale vraiment derrière la légitimité de cette intervention, y compris dans ses aspects les plus lourds. C'est-à-dire personne ne remet en cause la destruction d'infrastructures libanaises, etc. Il y a une deuxième phase, qui est les 2 semaines qui suivent, qui est une phase de début d'août, si vous voulez. Je vous donne un exemple à la radio. La présentatrice des informations dit « Nos forces sont intervenues à 12 km à l'intérieur du territoire libanais ». Et puis il y a un correspondant à Metula, qui est la ville la plus au nord du pays, qui est vraiment sur la frontière. Et le correspondant de cette radio, il dit « Écoutez, moi personnellement, je suis sur une colline, et je vois d'où le Hezbollah nous tire des Katyushas, et c'est à 1 kilomètre de la frontière. » Alors il dit oui, mais l'état-major a annoncé que nous sommes avancés à 14 km. Il dit oui, peut-être sommes-nous avancés à 14 km, mais moi je vous dis que ils sont toujours là. Donc là, il y a une phase de doute. On se dit, quelque chose ne va pas. Et puis ensuite, il y a le fait que le dernier jour, si vous voulez, quand des généraux disent à la population, le 3e jour, nous avons éradiqué 50% de la capacité offensive du Hezbollah. Le 5e jour, c'est 70%. Et qu'au bout de 33 jours, le 33e jour est le jour où le Hezbollah tire le maximum de roquettes. Le maximum. Et dans les derniers jours, il y a le moment où il y a 33 soldats israéliens jeunes qui sont tués. Juste un mot, la vérité consiste à dire que sur le plan stratégique, les Israéliens, en fait, en 5 jours, ils ont éradiqué les missiles à longue portée, à moyenne portée. Au fond, ils en ont détruit, on ne sait pas, entre 50 et 90%. Mais en revanche, les petites bombinettes, les missiles de Katyusha, qui peuvent faire des dégâts. Ils n'y sont jamais parvenus. Ils n'y sont jamais. Voilà. Non, mais ça n'est pas les missiles qui peuvent tomber lourds sur Haïfa. À longue portée. Ou à moyenne, mais sur Haïfa. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'explosion. Comment les services secrets israéliens et leurs alliés américains n'ont pas été alertés par ce qui se passait de manière souterraine par les installations, etc. Ils étaient aveugles, ils étaient trop autosatisfaits. Ils ne se rendaient pas compte. D'abord, si vous avez la réponse, donnez-la moi, parce que je crois que personne ne le sait. Non, mais vous lisez beaucoup plus la presse israélienne, vous écoutez les Israéliens. Encore une fois, vous n'êtes pas représentatif des Israéliens, de la moyenne des Israéliens. Mais je suis journaliste tout le monde, je suis pas représentant d'Israël. Mais vous êtes souvent là-bas et chaque fois qu'il y a une critique à faire, vous êtes le premier à la faire. Hein, oui, ça veut dire, parce on va me dire, mais pourquoi Seppel alors qu'il n'est pas le plus représentatif des Israéliens? Il y en aura d'autres, mais c'est intéressant de savoir. La question que vous posez, c'est un énorme débat aujourd'hui en Israël, c'est-à-dire un des généraux israéliens a dit « nous avons péché par arrogance ». Il a dit publiquement « nous avons péché par arrogance ». Zeev Schiff, qui est le plus grand commentateur militaire israélien, a écrit dans Haaretz « nous avons pensé que ça serait, comme on dit en anglais, a piece of cake ». C'est-à-dire qu'on allait rentrer au sud Liban comme à Gaza. C'est-à-dire qu'en face, il n'y aurait rien. Et ils ont été stupéfaits. Ils ont été totalement stupéfaits. Ce qui est préoccupant, c'est les témoignages des jeunes soldats israéliens qu'on a lus dans la presse. C'est vraiment troublant. Mais au moins là, il y a un vrai débat et tout le monde peut dire ce qu'il pense. On ne peut pas en dire autant dans la plupart des pays protagonistes de la guerre. Dans tous les pays. Il y a des images dans tous les pays arabes, on ne peut pas en dire autant. Il faut aussi ne pas se cacher derrière son petit doigt. Qui sont passés à la télévision israélienne, pas pendant les combats, mais peu de temps après, quelques jours après la fin des combats. On voyait un général devant ses troupes. Et le général dit « nous avançons dans le combat contre les terroristes, etc. » À ce moment-là, un soldat se lève et dit « mon général, je voudrais évoquer devant vous nos difficultés face aux soldats du Hezbollah. » Le général dit « ce ne sont pas des soldats, ce sont des terroristes. » Alors le soldat dit « écoutez, vous dites comme vous voulez, mais moi je veux parler de nos difficultés. » « Oui, dit le général, mais ce sont des terroristes. » Et à ce moment-là, un autre soldat se lève et dit « mon général, ça suffit. Tant qu'on dira que ce sont des terroristes, on ne comprendra pas quelle est la nature de ce qui se passe. Ce sont des soldats. Nous avons affaire à des gens bien entraînés, bien équipés, bien retranchés. Mais Israël est en train de réfléchir sur bien sûr, les raisons de la guerre, l'ampleur de la guerre, sa préparation et en même temps ce qui a abouti à la démonstration que Tzahal et Israël sont plus invulnérables ou invincibles. D'une part, et puis une énorme réflexion sur les limites de la force, si vous voulez, ce débat-là. Ce serait pas mal. Voilà. Avant de donner la parole à Nicole, encore une ou deux questions. Est-ce que la tête de Olmert est politiquement mise à prix? Faire des paris sur l'avenir, c'est toujours compliqué. Mon pronostic est que non. Je peux toujours me tromper. Il y a des effets mécaniques. Quand il y a une mobilisation, il y a toujours des effets mécaniques possibles. Je parie sur le fait qu'il va tenir.
pour une raison fondamentale. C'est que le mouvement de contestation, au début, était général, peu politique. Les gens disaient, ça va pas, quoi. On a très mal fait cette guerre, on veut des comptes. Et rapidement, la tendance dure, c'est-à-dire la tendance Netanyahou, Lieberman, etc., a pris en main ce mouvement. Moi, j'ai vu des soldats dans des manifestations, des réservistes, dire, moi j'en veux à mort à Olmert, mais je ne veux pas, excusez-moi l'expression, servir la soupe à Netanyahou. Autrement dit, Donc Olmert peut et va connaît les rester, sondages. mais avec un remaniement du gouvernement où va peut-être partir les travaillistes, c'est ce que j'ai entendu. Il essaie de faire rentrer Lieberman, voilà, Lieberman a parti, voilà. De gens de droite. Oui, mais ça n'est pas évident. C'est pas du tout évident. Sur son livre. Oui. Parce que ce que je trouve très intéressant concernant Olmert, c'est que Olmert était un des artisans, parce qu'il était vice-premier ministre, que je l'ai connu moi à ce moment-là, de la politique unilatérale. Absolument. Et vous dites que, d'après vous, cette politique unilatérale n'était faite uniquement que pour, en fait, arrêter avec la feuille de route et pour, en fait, transformer la philosophie d'Oslo, qui est la paix contre la terre, en terre contre la paix. Est-ce que vous pensez que Olmert va continuer ou s'arrêter dans cette politique unilatérale? D'abord, il a répondu. Il a déjà dit. Il a dit non. Non. Il a dit que, pour l'instant, ce qu'il appelle le plan de convergence, c'est-à-dire le plan de retrait unilatéral de Cisjordanie, est abandonné. C'est ça, il a dit non. Sine die. Il a dit on arrête. Je pense que ça ne l'est pas. Ouais. Si vous voulez, honnêtement, aujourd'hui, quand on lit la presse israélienne, on a le sentiment que les Israéliens ne savent plus où ils habitent. C'est-à-dire que vous avez la ministre des Affaires étrangères, qui est en train de monter, que vous avez rencontrée, qui est en train de monter, qui déclare qu'elle met en place une commission spéciale pour envisager des négociations avec Damas, parce qu'elle sait bien ce que vous avez dit. Si on veut empêcher les armes de rentrer au Hezbollah, il faut couper la frontière. Si Damas refuse qu'il y ait des armes au Hezbollah, il n'y aura pas d'armes au Hezbollah. Donc elle imagine, le soir, Olmert, excusez-moi, pique une colère terrible, lui dit « je ne veux plus entendre un mot sur des négociations avec la Syrie, plus un mot, c'est fini ». Et je rappelle la position du gouvernement israélien, c'est comme Washington, tant que Damas est sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme, zéro. Le lendemain après-midi, Avi Dichter, ancien chef des services de renseignement intérieur, ministre de la sécurité intérieure israélien, dans le gouvernement, dit « personnellement, je suis favorable à une négociation avec la Syrie ». Ils ne savent plus où ils sont dans la question palestinienne. Nicole Vacharon, les Américains là-dedans, et comment ils l'ont vécu, comment ils se sont comportés, ils ont laissé tout le temps à Israël de liquider ce qu'ils croyaient être facile. Moi j'ai vécu la guerre côté américain, puisque j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait un accord silencieux, mais un accord pour laisser faire les Israéliens, et qu'en quelque sorte, Olmert, pas directement d'ailleurs, qui a eu très peu de contact entre lui et George Bush, ou lui et Condoleezza Rice, ils se sont à peine parlé pendant les opérations, mais Olmert avait en quelque sorte vendu son plan, un plan en 5 jours, ou peut-être un peu plus, il y avait une fenêtre un peu plus longue, leur disant, nous pouvons faire le boulot. Nous pouvons effectivement affaiblir, voire détruire le Hezbollah, et les Américains pensent que c'est une excellente idée d'affaiblir, voire de détruire toutes les infrastructures du Hezbollah. Et ça crée à l'heure actuelle une grande tension dans la relation américano-israélienne, non pas sur le plan du soutien à la sécurité d'Israël, mais sur le plan de la stratégie suivie et de la confiance que l'on peut faire aux Israéliens quand ils disent, finalement, à part l'Amérique, nous sommes la deuxième armée la plus efficace du monde et nous pouvons le faire. Les Américains considèrent que ça s'est mal passé, que ça a été trop cruel, que le but n'a pas été atteint, ce qui est pour eux certainement à partir de quel moment les Américains ont pris conscience que peut-être ça pouvait plus durer, qu'ils ont basculé après Cana? Après Cana. Condoleezza Rice a été bouleversée d'une manière très humaine, très intime. Vous l'avez rappelé, Jean-Pierre Elkabbach, le massacre de Cana, il est très important. Le nombre d'enfants tués, c'est inacceptable. En même temps, on a quand même grossi les chiffres. Néanmoins, ça n'en fait pas une affaire toute rose. Mais il y a une révision aux États-Unis semblable à celle qui se fait en Israël, c'est-à-dire quelle est la limite de notre puissance militaire, qu'est-ce qu'on peut réellement imposer militairement et quelle est la nécessité de la négociation, et sachant bien qu'on ne négocie pas avec ses amis, mais généralement avec les gens qu'on considère comme ses pires ennemis, y compris c'est-à-dire que pour le moment les Américains ne vont pas jusqu'à discuter, c'est Philippe Douste-Blazy qui va nous le dire, directement avec les Américains, mais ils trouvent toutes sortes de billets, Kofi Annan, peut-être les Européens, quelques Européens, peut-être un ou deux Européens, peut-être des Français, pour aller discuter avec eux. Puisque
on a la Vous chance savez d'avoir ce que- vous savez Philippe ce que- Douste-Blazy. On va ce lui que- poser quelques questions précises. Ce qu'on dit en Israël, c'est que Mme Rice a dit à Ehud Olmert à un moment difficile, juste après Cana, quand il a refusé, dans un premier temps, d'obtempérer et de faire une trêve, elle lui a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, je crains que vous ayez besoin d'apprendre le français. Ça, c'est la pire. Moi, que j'ai vu, je me souviens, Ehud Olmert, non pas après la guerre, mais avant la guerre, quand il a rencontré Mahmoud Abbas dans une première Ouais, rencontre en qui Jordanie. devait être, voilà, exactement, qui devait être le prélude à d'autres rencontres et qui auront peut-être finalement lieu. Olmert a fait un hommage très appuyé à Jacques Chirac et qui a beaucoup étonné les personnes présentes. Donc peut-être qu'il va Ne apprendre le vous français. substituez pas, Philippe Douste-Blazy. Le cessez-le-feu, il est enfin arrivé. Je vais essayer de poser quelques questions qui se sont posées pendant l'été. La France l'avait réclamé, vous, 20 fois. La France n'a pas tout de suite envoyé des soldats pour devenir des casques bleus. On a dit, elle hésite, elle tergiverse, elle ne tient pas ses engagements, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, réponse très simple. Depuis le début, l'idée du président est de ne pas aller avec une force multinationale. Depuis le début ? Depuis le début, depuis le premier jour, le président refuse aux Américains, aux Anglais, qui disent « nous, on ne veut pas y aller, mais vous, Français, allez-y, vite, continuez à faire le travail que les Israéliens font, désarmez le Hezbollah, faites une force multinationale au sud Liban ». Le président dit non, tant qu'il n'y a pas d'accord politique, il n'y aura pas de force multinationale. Et la France ne participera pas en tout cas à cela. Les Américains font, par l'intermédiaire de Kofi Annan, une réunion un lundi aux Nations Unies. Des pays contributeurs à la force. Le président répond, non seulement tu n'iras pas, toi, ministre des Affaires étrangères, mais personne, aucun Français n'ira. La place de la France est restée vide, la réunion ne s'est pas faite. C'est-à-dire, on veut des garanties. On veut des garanties, on veut un accord politique pour avoir un cessez-le-feu durable. Et dans ce cessez-le-feu durable, nous voulions un mot sur les fermes de Sheba, nous l'avons eu dans la résolution 1701, le désarmement des milices 1559 et accord de Taïf, nous les avons eus, et le problème des soldats israéliens et le règlement du problème des soldats libanais dans les prisons Mais en israéliennes, même temps nous l'avons eu. que les casques bleus français ou les casques bleus ne seraient pas l'objet de provocations, Attendez, etc. non, mais je vous réponds sur ça. Une fois que nous avons eu ça, il y avait désarmement, nous avions un déploiement de l'armée libanaise au sud, avec un retrait israélien, avec l'appui de la FINUL. La France a écrit ça, la France a voté ça. Alors ensuite, on dit, mais M. le Président Chirac n'est pas cohérent, puisqu'il fait voter au Conseil de sécurité cela avec la FINUL renforcée, et il ne met pas d'hommes en face. Entre les deux, c'était sous chapitre 6. C'est-à-dire... Non, non, pas dans le truc Non, trop non, non, compliqué. non, Le chapitre très 6 et pas important. la C'est très chapitre 7 important. qui donne Oui, le mais droit. si vous étiez soldat, légitime, si vous étiez défense, soldat, le droit légitime. si vous étiez Mais soldat là-bas, vous avez c'est eu pas des le détail. vous avez eu des garanties. On connaît maintenant Voilà. la liste Le président- de ce que le général Pellegrini, avec toutes Oui, les mais troupes de la le FINUL, président est chef des casque armées, bleu, il voilà. a demandé des garanties à Kofi Annan. Qu'est-ce qu'on fait pour désarmer les gens? Qu'est-ce qu'on fait pour riposter? Il les a eus. Et c'est Est-ce fait. que vous nous confirmez que les Hezbollah ont été aussi touchés d'une manière plutôt indirecte par les Français via Nabi Berri et d'autres, et que vous avez eu aussi de leur part des garanties? Vous me le confirmez? Je n'ai jamais été en contact avec Pas vous, le mais d'autres. Hezbollah. Non, Nabi Berri? avec Quelques Nabi, médiateurs. avec Nabi Berri, oui, bien évidemment. Mais avec le Hezbollah, non, à aucun moment. Il est évident que nous avons vu, par contre, que le Hezbollah jouait le jeu à un moment donné via ses deux ministres au gouvernement libanais, et aussi depuis le 13 août, où nous avons quand même un cessez-le-feu globalement respecté. Les casques bleus seront bientôt 5 000 au sud du Liban, dans les jours qui viennent. L'armée libanaise est en train de déployer 15 000 hommes et 8 600 à la frontière syro-libanaise. Il n'y aura jamais eu d'ailleurs autant de soldats dans cette région, au que le kilomètre président a carré. fait C'est remarquer, incroyable. oui. Ah bon? Ah bon, je savais pas. Je ne suis pas au Conseil des ministres, mais quand on est sur place... Non, mais il l'a et dit qu'on le publiquement. raconte. Ah bon. Israël, est-ce que Israël va respecter sa promesse de se retirer totalement? Oui. Je suis persuadé qu'Israël le fera. Il voulait une FINUL renforcée. Je tiens à dire que l'Union européenne, dont on n'a pas beaucoup parlé, l'Union européenne est de la colonne vertébrale de la FINUL renforcée. Et donc c'est l'Union européenne qui a là un rôle politique majeur. Et il y aura des pays européens, on ne va pas énumérer, mais on peut les trouver, et en même temps des pays musulmans. Oui. Et Israël a accepté l'Indonésie, la Malaisie, et il y a aussi, si j'ai bien compris, la Turquie et le Qatar. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et ils seront là. Nous souhaitons, la France, depuis le début,
a souhaité que ce ne soit pas d'abord une force de l'OTAN, comme les Américains voulaient au début. Ce serait été terrible de montrer une sorte de guerre que l'Occident s'immisce dans l'Orient. Deuxièmement, nous n'avons pas voulu non plus que ce soit uniquement des pays européens. Nous avons souhaité aussi qu'il y ait des pays musulmans. Et sur les prisonniers? Sur les prisonniers, j'espère, d'abord du côté israélien et palestinien, que le caporal Shalit sera vite libéré. Je crois que ça devrait se faire quand même rapidement. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous fait dire rapidement? Parce que la médiation égyptienne travaille, je crois, correctement, et que le gouvernement d'entente nationale peut être, je pense, un élément majeur pour cela. Est-ce que vous confirmez que Kofi Annan a nommé Felipe González pour s'en occuper? C'est Kofi Annan qui décide de la communication, et c'est Kofi Annan à faire ses Est-ce qu'il est vrai que dans l'administration, mais vous ne l'avez pas démenti, est-ce que l'administration Bush évolue? On dit qu'il y a deux tendances, les durs avec Dick Cheney, et puis d'autres qui évoluent, y compris l'ami de Philippe Douste-Blazy, celle qui l'embrasse maintenant, Je retrouve un peu jaloux, non? Oui, oui. Certainement. Je sens une jalousie. Ça fait 2 fois quand Tout à même. fait légitime. On essaie de l'embrasser, hein, oui. Et l'autre, Candy Rice, qui a d'une certaine façon évolué, et comme elle devient partisan du dialogue, y compris avec l'Iran, et comme elle a au moins une oreille de Bush, peut-être que les choses vont évoluer. Je crois même qu'elle a les 2 oreilles de Bush, et on qu'est-ce voit qui comme reste à Dick Cheney? on ne reste pas grand-chose. Et ce qu'autrefois Dick Cheney, jusqu'en 2004, arrivait à imposer au sein de l'administration sans la moindre discussion, parce que sa position était la position dominante et qu'il avait vraiment l'oreille du président, il doit chaque fois lutter pour obtenir un début de ce qu'il aurait souhaité. Et ce qui permet à Condoleezza Rice d'accompagner son évolution et celle de George Bush, c'est que le président a totalement confiance en elle. D'après lui, elle ne poursuit pas d'agenda personnel, elle partage avec lui une vision religieuse du monde, au sens que nous avons un devoir moral, comme vous dites. Mais ça lui permet de dire et d'informer le président de choses que Dick Cheney ne l'aurait jamais dit. Voilà. Cette idée de nouveau Proche-Orient dont elle a fait état, est-ce que c'est quand même une absurdité? Est-ce que vous pensez vraiment que il y a ce plan, d'ailleurs, qui a été diffusé sur Internet d'un nouveau Moyen-Orient, c'est quand même quelque chose qui n'est pas... Je vous interromps parce que le ministre va partir et il va faire un discours dans une assemblée importante. Mais je voudrais vous poser... je voudrais vous poser 2-3 questions. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy a passé quelques heures à New York et à Washington. Il a rencontré beaucoup de monde, Candy Rice, votre ami, et le président Bush. Pourquoi vous n'êtes pas allé, vous? D'abord parce que c'était... Nicolas Sarkozy avait décidé d'aller à ce moment-là, et donc il était normal que ce soit lui qui représente la France. Deuxièmement, sur le terrorisme, aujourd'hui, il faut savoir une chose. Les Américains considèrent que notre pays est un des tout premiers à les aider dans la lutte contre le terrorisme. Et dans la lutte contre le terrorisme, il y a le ministère des Affaires étrangères, certes, mais il y a aussi et surtout aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Donc Nicolas Sarkozy n'est pas allé simplement pour se faire sa pub et faire quelques photos avec les Américains. Non, je pense qu'il a tout à fait sa place évidemment là. Et puis c'est un ministre d'État, et c'était bien de montrer aussi. Je ne peux pas aller dans tous les pays. Non. Est-ce que vous pensez que c'est un bushiste de plus? Non, je pense qu'il ne faut pas caricaturer. C'est un pro-américain de plus, mais est-ce que c'est un bushiste de plus? Non, je pense que quand Nicolas Sarkozy dit que les Américains, la société américaine a du bon dans la mesure où il y a une fluidité et que tout est possible pour quelqu'un qui est en bas pour essayer de monter, je trouve que c'est une bonne chose. Lorsqu'il dit aussi que le système d'assurance sociale n'est pas bon, il a raison aussi. Je crois qu'il faut arrêter de caricaturer les uns et les autres. C'est une période présidentielle, donc on est tous plus ou moins caricaturés. On va à l'essentiel. Mais je ne crois pas. Non, je vais à l'essentiel. Oui. Il ne faut pas le caricaturer. Vous serez samedi, le week-end, à Ramallah, et vous serez le premier des ministres de l'Europe, en tout cas, à rencontrer Mahmoud Abbas après l'accord d'union nationale Fatah-Hamas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un début pour vous de reconnaissance de l'État d'Israël? Première question. C'est la question. Moi, je reste tout à fait à cheval sur les principes que nous avons édictés. Il faut que le Hamas reconnaisse, en tout cas ceux qui gouvernent, s'ils veulent qu'on leur parle, qu'ils reconnaissent Israël, qu'ils reconnaissent les accords OLP Israël et qu'ils arrêtent explicitement et publiquement la violence. Vous n'en avez pas la preuve. Et donc, nous allons parler avec Mahmoud Abbas pour cela. Et si le Hamas, la partie du Hamas qui accepte de gouverner avec le Fatah, s'ils acceptent, c'est qu'ils acceptent aussi le Fatah. Or, le Fatah reconnaît Israël. Donc, je crois que là, il y a le début, certainement, d'une décrispation. Et il me semble que nous devons tout faire pour aider ce gouvernement, pour lui parler,
pour enfin qu'il y ait une Vous reconnaissance allez dire, d'Israël. M. Mahmoud Abbas, parler avec Olmert? Oui, ça c'est très important. Et chaque fois que je vais là-bas, que je Ça fait rencontre 2 ans les qu'il deux, ne demande que ça. oui, et je suis persuadé que là le moment est venu maintenant de parler. Mahmoud Abbas va sortir vainqueur de cette quand même autorité palestinienne que nous avons mis en place il y a une dizaine d'années. Il fallait ce gouvernement, c'est une bonne chose pour le monde. L'aide internationale, est-ce qu'elle peut déjà reprendre pour aider le gouvernement et surtout le peuple palestinien et ce gouvernement-là? Ce qui se passe Est-ce que vous y êtes favorable? Bien sûr, favorable, en mettant en place le mécanisme financier intermédiaire via la Banque mondiale pour que très vite, enfin, les fonctionnaires puissent être payés. Aujourd'hui, même, écoutez, la mortalité périnatale, la mortalité infantile est effrayante à Gaza. Tous les Donc, vous ingrédients dites aux sont là. Européens, et reprenons l'aide. Oui, reprenons l'aide et un calendrier français avec libération du caporal Shalit et ensuite levée du blocus israélien sur Gaza. Lundi, mardi, le président Chirac va proposer une conférence internationale sur le Proche-Orient, n'est-ce pas? Sur non. Sur le Va Proche-Orient. proposer une conférence. Enfin, je ne vous dis pas ce qu'il a proposé, c'est à lui de le proposer. Mais vous avez commencé. Bon, C'est trop fort. Kofi Annan est d'accord, les Nations Unies est d'accord. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qu'il faudra en attendre, nous, de cette proposition? ce qu'il faut- S'il l'a fait. Non, ce qu'il faut, c'est être au rendez-vous de la reconstruction du Liban. Il y a eu la conférence de Stockholm, 940 millions de dollars qui ont été promis. Là maintenant, il faut reconstruire, ne pas laisser Nasrallah, ne pas laisser le Donc, Hezbollah. au-delà de la reconstruction, est-ce qu'il y a une occasion de parler de tout le Proche-Orient? Évidemment, la clé de la stabilité régionale, c'est le conflit israélo-palestinien. Et on ne pourra jamais parler aujourd'hui du Liban si on ne reparle pas en particulier avec l'Iran. Le dialogue est ouvert. Ils savent que nous... Et la Syrie, monsieur le ministre. Oui, mais tant que les autorités syriennes Mais n'accepteront si on parle pas avec l'Iran, la ça commission... suffit. La Syrie, c'est le supplétif. Tant que les autorités syriennes n'acceptent Syriens, pas non. de parler On va à la entendre. commission d'enquête internationale pour savoir qui a tué Rafik Hariri et les autres, je crois que c'est difficile d'avoir confiance Dernière question, en on vous Bachar laisse el-Assad. partir. Est-ce qu'il faut parler aujourd'hui, maintenant, avec l'Iran? Il faut dialoguer avec l'Iran, évidemment. Il faut qu'il sache que pour nous, la suspension de l'enrichissement de l'uranium, c'est la condition sine qua non. Javier Solana et Laridjani se parlent. Le moment est plus que jamais au dialogue. Il faut éviter à tout prix une confrontation entre le monde musulman d'un côté et l'Occident. Vous avez envie d'aller à Téhéran aussi, négocier, parler Ce n'est tout pas- seul ou au nom des Ce n'est Européens? pas à moi à choisir. Je suis un modeste ministre des Affaires étrangères. Ouais. Et j'ai des supérieurs hiérarchiques. Merci d'être venu. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Jean-François Bayard, il faut parler avec l'Iran? Bien sûr, il faut parler avec l'Iran parce que l'Iran existe. Et puis vous savez, nous, Français, nous avons un peu l'habitude de nous gargariser avec les liens historiques que nous entretenons avec le Liban. Liens historiques dont je tiens quand même à rappeler qu'ils sont largement d'origine coloniale. L'Iran a des liens historiques avec le Liban qui sont très très antérieurs à la création du Hezbollah au début des années 1980. Ne serait-ce que par le biais de la communauté chiite. Vous avez par exemple de très nombreuses alliances matrimoniales entre le clergé chiite iranien et le clergé libanais. Vous avez L'ancien écrit président le Khatami- gouvernement du monde chez Fayard, je crois que c'était il y a 2 ans. Est-ce que vous diriez que la dissuasion nucléaire a déjà commencé dans cette région? Elle a commencé d'abord avec la bombe secrète d'Israël, on n'en parle jamais, mais c'est quand même l'imam caché nucléaire de la région. Elle a commencé avec le passage au nucléaire de l'Inde et du Pakistan en 1998. Donc nous sommes dans une logique nucléaire depuis très longtemps, et les Occidentaux, et singulièrement les Français, ne sont pas blancs comme neige dans cette histoire. N'oublions pas que Vous nous avez avons... tendance à plus pardonner aux Iraniens qu'aux Français. Non, 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 le problème n'est pas là. Vous savez, moi, Hein je suis très, je l'espère complètement impartial parce que je ne suis ni juif ni arabe. Je n'ai aucune raison d'être spécialement pro-iranien. Je ne suis pas libanais. Arabe et être objectif. Non, bien On peut entendu, mais enfin, faire, je veux dire, je je suis très distancié par rapport au sujet. Et pour moi, ce que j'essaye de faire dans le débat, c'est d'introduire un minimum de raison. Alors, justement, c'est ce qu'on essaie de faire, nous aussi. Quand vous entendez dire, même par les politiques les plus grands, François Bayrou, Philippe de Villiers, des gens à gauche, à droite, partout, parler avec l'Iran, c'est qu'on a oublié Munich.
c'est qu'on a oublié, Non, mais ça, qu'on a c'est- parlé ce sont de à très Hitler, mauvaises- etc. Ce sont de très mauvaises analogies politiques, elles n'ont absolument aucun sens, elles nous fourvoient plutôt qu'autre chose. Les propos d'Ahmadinejad sont naturellement inacceptables, et d'ailleurs ils ne sont pas acceptés par une large partie, y compris l'establishment de la République islamique d'Iran. Donc, et de toute façon, nous n'avons pas attendu ces propos d'Ahmadinejad pour avoir un jeu tout à fait insuffisant vis-à-vis de l'Iran. Depuis 3 ou 4 ans, nous privilégions, nous sommes fascinés par cette question de la non-prolifération, et tout d'un coup, nous découvrons que l'Iran est un joueur inévitable, par exemple, du jeu au Liban. Nous découvrons notre vulnérabilité. M. Bush a contribué, avec son administration et la guerre d'Irak, à le renforcer, à en faire la seule puissance de la région. Nous découvrons que nous sommes vulnérables sur le plan pétrolier et que d'un simple froncement de sourcils, l'Iran peut faire Mais doubler en même temps, il faut dire que prix du l'Iran est baril. tiraillé à l'intérieur, qu'elle a des besoins, que physiquement, elle donne l'impression d'être restée dans les années qui étaient en Europe, les années 50, 60. Et si je Oui, me permets, j'ai beaucoup les de mal, Américains, pardonnez-moi, mais j'ai quotidiennement, beaucoup de mal pardon. à entendre Ahmadinejad repousser de la main comme un surexcité dont les propos ne devraient pas être pris au sérieux, à la limite que la question de Munich ne devrait pas se poser. Peut-être que l'analogie n'est pas juste, mais elle mérite franchement d'être posée. Parce que là, on a un homme qui certes n'est pas tout le pouvoir iranien, mais qui est une bonne partie du pouvoir iranien, et qui tient un discours, qui est élu, peut-être dans des conditions contestables, mais Oui, qui mais est pour élu. éviter de dire des conneries, hein, grossièreté Voilà. sur l'Holocauste, etc., de la même manière C'est qu'il aussi a- été élu. qu'on a dénoncé les caricatures danoises, il n'y a pas de raison qu'on laisse faire l'exposition des caricatures C'est juives quand dans Téhéran. même glaçant de voir les images de ces femmes voilées, que les femmes choisissent de porter le voile, cela m'est égal, que ça leur crains soit que nous imposé. égarions par rapport au Non, centre pas du pour sujet. moi. Non. Je pense que Non. de voir des femmes voilées photographiées dans des journaux de propagande, il faut bien le dire, en train de contempler des dessins qui représentent les juifs sous un aspect qu'on n'a pas vu depuis le Troisième Reich, ça n'est pas négligeable. Alors certes, ça n'est pas tout pense que vous l'Iran, compactez mais un il certain nombre faut le d'événements. prendre en Nicole, compte. qu'est-ce qu'on qui n'ont fait? pas grand-chose On leur à fait la guerre? Je pense qu'il faut effectivement leur parler, mais ça ne veut pas Fermement, Mais leur tout parler. j'ai envie de dire, là, je serai assez bouchienne, malheureusement, parler tout en préparant la guerre, non pas pour la faire. L'exemple de l'Irak, ça n'a Voilà, pas suffi? non Ça pas vous pour a la pas suffi? faire, La mais politique, pour en c'est l'art du dernier possible, recours. cher ami. Oui, La mais la politique, c'est l'art du possible. négociation, Avons-nous il les faut moyens de plutôt, notre politique? Je crains que pardonnez-moi, non. je crois que pour Je crains négocier, que il non. faut être en position de force. Non, je voulais juste dire que dans les faits, au-delà des discours, les Américains, tous les jours, négocient avec les Iraniens en Irak. Directement ou Bien indirectement? entendu. Antoine, Sinon, ce serait dernier mot. impossible. Je pense qu'il faut absolument, Monsieur Bayard, je pense qu'il faut absolument parler aux Iraniens, c'est certain. Leur donner l'impression de leur parler même d'égal à égal. C'est une grande puissance qui a construit un califat, le premier califat depuis les Fatimides du Xe siècle. Mais en même temps, il faut préparer toute possibilité de guerre dans la région à laquelle l'Iran pourrait recourir éventuellement pour négocier. Surtout dans ce cas-là, il faut être en position de force. Pour cela, il faut être très ferme dans cette position. Je suis d'accord avec vous, mais laissez-moi préciser ma pensée. Peut-on penser 30 secondes que l'Iran va déclencher une guerre offensive contre Israël, dont la réplique immédiate, automatique, serait sa destruction? Non. Non. Les Iraniens sont des gens rationnels, ce sont de redoutables joueurs. Si jamais les dirigeants iraniens se rendent compte qu'il y a en face de Et- soi et, des gens Antoine, solides. Et il faut que les Européens soient dans le coup. Ah, Si totalement. les Américains discutent, que les Iraniens et les Américains ne se mettent pas sur le dos des Européens, qui seraient les Exactement. cocus de l'affaire. Tout à fait. Il faut qu'ils soient là. Nous y allons Alors droit. moi, on a commencé avec le père, le ténor. On va terminer, Alexandre, avec votre père. Comment votre mère l'appelait-elle? Pour elle, il s'appelait Mon, et lui, il l'appelait Ma. Et nous, son surnom, c'était l'amiral, ou aussi le ténor. Et c'est vrai que ce personnage, vous savez, un lecteur m'a signalé, il m'a dit, on lit pas le prénom de votre père dans tout le livre. Vous l'appelez jamais par son prénom. Je lui ai dit pour la simple raison que je l'ai jamais appelé par son prénom. Je l'ai toujours vous voyez. Et vous l'avez appelé comment, vous? Roger. Non, mais vous lui prénom. disiez papa, Oui, oui, papa, mon, bien papa, sûr, bien sûr. papa Et jusqu'au bout. jusqu'au Maintenant, bout. il est vivant. Oui, oui. Mais bien il a sûr. été. Oui, mais il est bien victime. sûr, il n'a plus l'usage de la parole. Mais il comprend ce que vous lui dites. Bien sûr. Et pour nous, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que malgré tout cet accident qui lui a enlevé la parole, il a gardé l'espoir, il a gardé le moral. Et nous, évidemment, nous essayons de lui rendre un peu de l'amour qu'il nous a donné. Mais ce père qui a été vraiment très discipliné, très austère,
je raconte... Rigoureux pour vous aussi. Oui, tout à la fait. gymnastique à 7 heures du matin, hop, 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 Voilà. toute la famille. C'est un peu comme le capitaine dans le film de Sound of Music. Donc c'était quelqu'un vraiment de tout à fait discipliné, mais en même temps c'était un être exceptionnel parce que on l'a appris à le découvrir petit à petit, à découvrir son humour, son côté romantique aussi, son côté Mais pas tout de suite. affectueux. Vous découvriez que quand il se rasait, il chantait quoi, par exemple? Il chantait des chansons très romantiques, mais il sifflotait. On se demandait c'était quoi ces chansons, et puis on s'est rendu compte que c'était des chansons Edith Piaf ou des chansons, voilà. Vous dites qu'il avait, vous vous en faites un portrait formidable. Il avait une aversion pour les cigares, Oui. un certain goût pour le ping-pong. Quand il se rasait, il chantait. Qu'il avait la passion du chocolat, le goût des voisins, de la famille, des grandes Voilà, tablées. tout à fait. C'était quelqu'un. Mais en même temps très Le patriarche. rigoureux, très sec. Voilà. Le patriarche. Voilà, Ah, tu as de la famille là-bas, sans doute. Tout à fait. Et peut-être même vous êtes de la même famille, parce qu'au Liban, vous êtes tous. Sa mère est une Ma mère sphère. Attends, Sa mère est une sphère. Donc voilà, on est. Faites découvrir. Ouais. Allez, pour terminer, Alexandre, vous écrivez: le jour où je suis né, mon père a planté un cèdre dans le jardin. C'est donc qu'il m'aimait autant que mon pays, le Liban. Et tout au long du livre, il faut dire que le cèdre est présent. Dans vos souvenirs que vous racontez, votre jardin a été rasé par les chenilles des tanks. Qu'est-ce qui est resté debout? Le cèdre. Et aujourd'hui, au milieu des guerres, vous dites comme un symbole, le cèdre est resté debout. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, Jean-Pierre, le Liban est un pays indigeste, et le Libanais aussi. Tous ceux qui ont essayé, et pourtant Dieu sait que depuis les Égyptiens, il y a eu des envahisseurs, ils ont essayé de bouffer du Libanais. Et le Libanais, il est resté là. Et il est resté là. Les Israéliens disent que c'est une C'est malédiction. aussi Khalil Gibran, parce que tous les Français le connaissent, le grand poète, qui n'est pas qu'un poète, qui l'écrivait. Et ce qui m'a frappé, m'a surpris, vous publiez avec Daniel Rondeau les œuvres complètes de Khalil Gibran, et c'est vous qui les préfacez. Pourquoi? Parce que j'ai une grande passion pour cet écrivain qui est on connaît tous Le Prophète, un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, mais aussi il a une œuvre colossale qu'il faudra redécouvrir, mais aussi c'était lui-même aussi un prophète parce que c'était un visionnaire extraordinaire. À propos du Liban, il dit, exemple, et on termine avec Khalil voilà, Gibran. il dit: malheur à la nation dont chaque communauté revendique pour elle-même le nom de nation. C'est tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui. Merci à vous tous. Philippe Douste-Blazy a oublié ses notes personnelles. Sur la guerre, je vais connaître les secrets de l'État. Merci Philippe Douste-Blazy, merci à vous tous. C'était Bibliothèque Médicis, que vous regarderez sans doute aux États-Unis, au Maghreb, en Afrique et au Proche-Orient. L'émission reprend, elle est hebdomadaire, elle traite de tout ce qui fait débat en France et dans le monde. Elle est préparée par Anne-Marie Moreau, Françoise Mananti, Marie-Madeleine Rigopoulos, et elle est réalisée avec le talent qu'on lui connaît par Philippe Lallemand. Merci à vous tous. À bientôt.